Debout face à la mer, Hark Olufs contemple l'immensité. Il rêve de longs voyages et de terres lointaines, de devenir capitaine comme son père. À 12 ans, il va débuter comme mousse sur le navire paternel. Nous sommes en 1720 dans la mer des Wadden sur la petite île d'Amrum qui fait alors encore partie du royaume du Danemark. Le jeune Hark ne sait pas encore que ses rêves d'ailleurs ne vont pas tarder à se réaliser. Hark Olufs appartenait à une famille de marins, son père était capitaine. Dans son entourage proche, tout le monde travaillait dans la marine. Hark Olufs est mort jeune, à seulement 46 ans. Sa pierre tombale, qui se dresse encore dans le cimetière de la petite ville de Nebel, est tout à fait particulière. Elle retrace quelques-uns des épisodes étonnants de sa vie. Ça, c'est l'espoir, le navire sur lequel Hark Olufs a embarqué à l'âge de 12 ans. Quand il a eu 16 ans, l'espoir a été capturé dans la Manche. De là, il a été remorqué jusqu'à Alger. Car n'oublions pas qu'à l'époque, les pirates turcs contrôlaient la Méditerranée. En 1724, Hark navigue sur le bâtiment de son père. Le navire, parti de Nantes, fait route vers Hambourg lorsqu'il est arraisonné par des pirates au large de l'archipel des Sorlingues. L'équipage est fait prisonnier et transporté à Alger. Hark et ses compagnons d'infortune partagent le sort de près d'1 million d'Européens qui ont fini comme esclaves en Afrique du Nord entre les années 1500 et 1830. L'histoire de Hark est exceptionnelle, d'abord parce qu'il va survivre à sa mésaventure, mais aussi et surtout parce que l'ancien mousse ne devient pas un esclave comme les autres. Je fus vendu à Alger pour 1000 pièces de la monnaie locale, l'équivalent de 500 riksdal. Le lendemain, mon acheteur me vendit à un autre homme et empocha 100 pièces de bénéfice. Je restais 2 semaines chez mon nouveau maître. Je travaillais au jardin à récolter des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie. J'étais aussi chargé de la corvée d'eau et du ménage de la maisonnée. Le jeune Hark Olufs et les prisonniers originaires d'Amrum se retrouvent à Alger, qui, en 1724, est déjà une grande ville. Toute la ville prospère grâce à la piraterie, à la capture des navires, mais aussi aux raids menés sur les côtes étrangères. Les pirates pillent des villages en Espagne et en Italie, et ils rapportent énormément d'argent. C'est alors qu'un marchand qui cherchait des esclaves pour le bey de Constantine arriva à Alger. Dès qu'il me vit, il voulut m'acheter. Mon maître me vendit au prix de 900 riksdal. Je partis donc pour Constantine, où mon nouveau maître, le bey Hassem, exerçait le pouvoir d'un petit roi. Lorsque j'entrai à son service, c'était déjà un vieillard vénérable. D'une nature fantasque et chaleureuse, il était rompu à l'art de la guerre. Le bey a 2 épouses. 40 serviteurs sont à leur service, dont 4 eunuques qui sont les valets de chambre de ces dames. Le bey lui-même possédait entre 30 et 40 valets, dont la moitié sont des renégats. Je devins l'un d'entre eux. La principale menace vient du Maroc, d'Algérie, de Tunis et de Tripoli, qui forment alors la côte des Barbaresques. C'est de là que les pirates, soutenus par ces États, lancent leurs attaques contre les navires marchands européens.
Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Hark Olufs. Leur récit nous ouvre une fenêtre sur leur vécu et sur la culture barbaresque. Que les pirates s'emparent du navire, de sa cargaison et de son équipage, c'était une chose. Mais leur but n'était pas de garder tous ces prisonniers en Afrique du Nord. On les autorisait à envoyer des messages à leurs familles. L'idée, c'était de les renvoyer chez eux moyennant le paiement d'une rançon. Dans toute l'Europe, on trouve dans les archives des registres et des lettres qui décrivent les tâches dévolues aux esclaves. Voyons voir ces lettres. En voici une. Parmi les archives, Éric Goebel a découvert un document exceptionnel par sa rareté. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. L'écriture n'est pas très belle, mais ce qu'il faut voir, c'est ceci. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Røn, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Parmi ces esclaves blancs, entre 4 et 5 000 sont scandinaves. Ce sont surtout des marins. En mars 1747, le Fru Alida quitte Bergen avec une cargaison de poissons séchés. Tout comme Amrum, la Norvège fait alors aussi partie de la couronne danoise. Le navire fait route vers l'Espagne et doit emprunter le détroit de Gibraltar. À son bord, le jeune Skram, âgé de 19 ans, est déjà un marin expérimenté. Le Fru Alida a franchi le détroit de Gibraltar sans encombre. Il a déchargé une partie de sa cargaison de poissons séchés à Barcelone avant de mettre le cap sur Livourne. Là, tout s'est passé comme prévu. Le reste de la cargaison a pu être livré. Mais quand le navire est reparti en direction de la Sardaigne, il a été attaqué par 2 bateaux tunisiens qui ont tiré des coups de canon en guise de sommation. Ils ont tiré une bordée de canons pour nous obliger à mettre en panne et à les attendre, raconte Skram dans son récit. Les pirates leur ont donné l'ordre de ralentir pour permettre à leur navire de venir se placer à côté d'eux. Beaucoup de pirates étaient des esclaves européens convertis à l'islam. On les appelait les renégats. Les marins les craignaient plus que tout car ils étaient connus pour leur sauvagerie. La piraterie sur la côte des Barbaresques n'aurait pas pu exister sans la participation de ces anciens marins européens qui s'étaient convertis à l'islam. En Afrique du Nord, la piraterie est autorisée par les gouvernements locaux. Une situation qui découle directement des conflits qui opposent depuis le XVIe siècle l'Europe chrétienne et les nations musulmanes du Maghreb. Cette guerre qui ne dit pas son nom s'est propagée jusque dans l'Atlantique. Le monde musulman se considère en guerre avec la chrétienté. Pour eux, c'est le djihad, la guerre sainte. C'est pour cela qu'a été créée cette piraterie. Elle permettait de puiser des esclaves dans le vivier des prisonniers de guerre pour les vendre dans les pays arabes. De notre point de vue, ces captifs étaient plus des esclaves que des prisonniers à cause de la façon dont ils étaient traités. À l'époque,
Alger est dirigé par une élite turque qui tient sous sa domination berbères, arabes, juifs, esclaves chrétiens et renégats. Les Turcs se sont servis des esclaves pour conserver leur pouvoir sur la population locale. Par conséquent, à Alger, les captifs avaient une grande importance aux yeux de la classe dirigeante. Les esclaves sont exhibés, choisis et vendus au marché. Ceux qui sont envoyés aux galères sont de loin les plus à plaindre. Cela équivaut à une condamnation à mort. Le maître a le pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves. Il peut les punir ou les tuer selon son bon vouloir. Le plus souvent, les châtiments prennent la forme de coups de bâton sur les pieds, mais la flagellation, l'amputation du nez et des oreilles ainsi que les exécutions sont aussi pratiques courantes. Mais avant tout, l'esclave est utilisé pour sa force de travail. Un esclave peut être amené à travailler dans les carrières. Certains sont domestiques et s'occupent de tâches ménagères, ce qui est un statut très bas. Mais d'autres occupent aussi des postes administratifs, dans l'armée par exemple. Les esclaves chrétiens sont également chargés des métiers proscrits par le Coran. Les maisons closes et les auberges sont tenues par des esclaves, car l'islam interdit ce genre de commerce aux musulmans. Le bey est le gouverneur turc de Constantine. C'est aussi le nouveau maître de Hark Holoufs, qui l'a choisi pour ses capacités. Le bey achète de jeunes esclaves chrétiens et les entraîne pour se constituer une garde d'élite. Hark Holoufs va faire partie de cette milice. Revenons au Fru Alida qui vient de tomber aux mains des pirates. Skram et ses compagnons norvégiens prennent place à bord des vaisseaux pirates sous la contrainte. Ils vont passer 5 jours à bord. Ce qui se produit à ce moment-là est assez surprenant. Skram, lui, est persuadé que les pirates tunisiens vont les maltraiter. Il s'attend à ce que ses compagnons et lui soient battus. Mais, comme il l'écrit plus tard, ils sont traités par des musulmans bien intentionnés à leur égard et modérés dans leurs actes. Après 5 jours de navigation, il arrive à la Goulette et de là, tout l'équipage est conduit en procession à Tunis. À l'époque, Tunis est un marché aux esclaves plus petit qu'Alger.